Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de cette nouvelle loi sur la levée de l'anonymat des donneurs, mais on va aussi parler de vous. Vous êtes né en 1991, vous avez un frère jumeau, vos parents ont bénéficié d'un don de gamètes et vous avez retrouvé votre donneur grâce à un test ADN il y a quelques années, je crois. À quel moment décidez-vous de le chercher et pour quelle raison? Alors ça fait beaucoup de questions, je vais essayer d'être court. Déjà au niveau juste des termes, c'est pas mon donneur, c'est celui de mes parents. D'accord. Et j'emploie plutôt le terme de géniteur, c'est-à-dire simplement un lien biologique mais sans filiation. Ça veut dire que vous ne recherchiez pas un père? Parce Ah non, que c'est un peu absolument l'argument pas. qui est avancé par les détracteurs. Alors de c'est vrai cette que loi. j'entends ça souvent, et d'autant plus souvent que je sais que je suis conçu comme ça depuis ma naissance. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que j'existe parce qu'il y a un père, une mère et un géniteur. Vous enlevez un de ces éléments et j'existe pas. Mais ça ne se confond pas. Jamais on pourrait confondre un père et une mère. Ma géniteur, c'est pareil. Et c'est absolument pas un parent. C'est autre chose. Mais Et pour pourquoi autant, alors? Qu'est-ce qui vous a motivé? alors, ce qui m'a motivé, d'abord, c'est arrivé tardivement, pendant mes études de droit. C'était d'abord un sentiment un peu d'injustice et aussi une curiosité, c'est-à-dire que je pense qu'en tant que journaliste, vous pouvez le sentir, lorsqu'on vous donne une question et qu'on vous dit bah, vous n'aurez jamais la réponse, bah, en fait, vous avez envie de chercher. Et moi, je suis chercheur aussi, et donc j'ai cherché, peut-être parce que aussi ça a été interdit. Et ce qui m'a poussé aussi, c'était la volonté d'avoir des informations médicales, parce qu'évidemment, quand vous êtes conçu avec un ou plusieurs donneurs anonymes, eh bien, il y a tout un pan de vos antécédents familiaux que vous ignorez. Et en l'occurrence, vous avez découvert des choses importantes pour vous et pour vos enfants aussi. Oui, c'est le cas. Quand j'ai rencontré Patrick, mon géniteur, parce qu'évidemment, je ne l'appelle pas géniteur, hein, il a un prénom, l'une des premières choses qu'il m'a dit, c'est « tu as bien fait de me retrouver ». Pourquoi? Parce qu'en fait, il était atteint, enfin il est toujours atteint d'une mutation génétique, mutation, hein, pas une maladie. C'est une mutation sur le gène BRCA1. C'est une mutation qui augmente en fait le nombre de cancers, enfin, le risque d'en développer. C'est surtout assez virulent pour les femmes. C'est pas négligeable pour moi, mais je m'en sors plutôt bien. En revanche, je peux le transmettre à mes éventuelles filles. Donc effectivement, j'ai bien fait de le chercher. C'est une démarche, vous dites, elle a été tardive, elle a pris du temps, j'imagine. Il a fallu du temps, de la patience, de la pugnacité. Avec cette nouvelle loi, tout ça, c'est fini pour les enfants qui recherchent alors leur déjà, géniteur? comment j'ai cherché avec des tests ADN en ligne et ce qu'on appelle la généalogie génétique. C'est-à-dire que j'ai regardé ceux qui matchaient avec moi sur les sites ADN et j'ai fait leur généalogie afin de me trianguler. Donc c'est une démarche qui a été personnelle, qui est similaire à celle d'autres enfants jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée de cette loi. Donc maintenant, tout ça, c'est terminé. Il n'y aura plus besoin d'en passer par ces tests-là. Je ne pense pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les tests ADN ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Ils sont interdits, mais pratiqués généralement par des centaines de milliers de Français sans aucun problème. Et là, l'enjeu, c'est justement d'avoir une alternative légale qui soit suffisamment efficace pour dissuader les personnes conçues de réaliser des tests ADN, parce que ce n'est pas une façon optimale de retrouver son géniteur. Je l'ai fait parce que je n'avais que ça. C'est ça. Quelles sont les informations que les nouveaux donneurs et donneuses de spermatozoïdes et d'ovocytes devront révéler? Alors, les personnes qui vont effectuer un don à partir d'hier, finalement, sont obligées de consentir à la divulgation de toutes leurs informations selon la volonté des personnes issues de leur don. Et ça, ce sera dans 18 ans minimum. Donc, c'est vraiment très lointain. Mais au-delà de ça, les personnes qui ont déjà donné, donc à partir de 1973 jusqu'au 31 août, on va dire, ces personnes-là peuvent aussi décider de transmettre des informations. Se signaler alors auprès d'une commission dans laquelle vous siégez. C'est la CAPAD. Donc il y a un formulaire disponible en ligne, facilement trouvable. Et donc ils peuvent dire s'ils souhaitent transmettre des informations non identifiantes, donc motivation du don, couleur des yeux, des cheveux, informations médicales, ou leur identité. Et c'est simplement si une personne conçue le demande que dans ce cas-là, il y aura transmission de ces informations. Il n'y a pas d'obligation pour les anciens donneurs? Il n'y a pas d'obligation pour les anciens donneurs, même si c'est fortement conseillé, notamment pour les informations médicales, parce que, évidemment, 20 ans après le don, on peut découvrir des mutations génétiques dont on ignorait l'existence. J'en suis un exemple frappant. Et puis, il n'y a pas d'obligation non plus pour les personnes conçues Il n'y a pas d'obligation de rencontre avec cette loi? On donne les informations, on n'est pas obligé d'aller plus loin. Mais comme lorsque quelqu'un vous contacte sur Facebook, vous n'avez pas d'obligation de rencontre. Mais c'est bien de le préciser. Vous pouvez vous rencontrer si vous le désirez, mais un exemple très précis, Patrick, je l'ai rencontré qu'un an
après avoir découvert son identité, existence. après des échanges de mails et de téléphone. Est-ce que vous craignez, avec cette loi et son entrée en vigueur, une baisse des dons? Absolument pas. En fait, pendant longtemps, c'était un argument qui était relancé par les médecins et c'était une crainte qui apparaissait dès les premières lois de bioéthique, crainte qu'on comprend. Mais en fait, vous avez des exemples étrangers, par exemple la Suède qui a accordé l'accès aux origines en Ça fait 84. longtemps, hein. Ouais. Il y a l'Angleterre aussi, mais énormément d'autres pays dans le monde comme l'Australie, l'État de Victoria. Et vous voyez qu'en fait, les dons stagnent ou augmentent. Je dirais qu'en réalité, l'anonymat des dons de gamètes, c'est peut-être un frein aux dons. Si vous regardez bien, ça fait une quarantaine d'années qu'on dit qu'il y a une pénurie de dons de gamètes sous l'empire du régime de l'anonymat. Et avec ce principe d'anonymat comme marqueur de communication principal, on n'a que 300 donneurs et 600 donneuses. Donc peut-être que l'accès aux origines est un moyen, au contraire, De relancer et de donner envie. Et les chiffres le prouvent depuis un an, donc depuis que la loi a changé. Les donneurs savent qu'il y aura cette commission plus tard et qu'il y aura cet accès aux origines de créer. Les dons ont augmenté. Merci beaucoup, Timothée Darin, d'avoir été avec nous ce matin.